consultante chez Barnes New York, entrepreneur depuis 18 ans et je suis à New York depuis 12 ans. J'ai déménagé avec ma fille qui avait 6 ans et qui ne parlait pas un mot d'anglais à l'époque. Alors nous sommes là ce matin pour informer, échanger avec des représentants d'écoles et pouvoir répondre aux questions que nous avons en arrivant dans un nouveau pays, une nouvelle ville qui est donc aujourd'hui New York. Nous avons la chance d'avoir deux directrices des admissions. Mireille Desalmes, qui est directrice des admissions de The École, qui est située à Gramercy, à Manhattan. Également Marie Nero, qui est directrice des admissions de la French American School of New York, que nous appelons également la FASNY, qui est située dans le nord de New York. De New York City, dans le county du Westchester et qui a 3 campus situés à Larchmont et à Mamaroneck. Également avec nous Richard Ortoli. Richard est avocat. Il est élu à l'Assemblée des Français de l'étranger et également conseiller consulaire de la circonscription de New York. Et Richard est également chairman du conseil d'administration de la New York French American Charter School, que nous appelons également NYFAX, et qui est situé à Manhattan, dans le quartier de Harlem. Donc, bonjour à tous. Et puis, Christophe Bourreau, directeur associé de Barnes New York depuis 10 ans. Donc, merci d'être avec nous ce matin. Donc, il y a principalement 2 questions que nous nous posons lors d'une expatriation avec enfants, qui sont quelle école choisir et où nous loger. Et souvent, ces 2 questions sont liées. Alors, Christophe, est-ce que tu peux nous éclairer sur la question du logement lorsque nous arrivons à New York? Oui, bien sûr. Bonjour à tous et merci à nos panélistes. Merci à toi, Séverine, pour cette initiative, puisqu'on a depuis des années dans notre équipe de Barnes ici à New York régulièrement pu accompagner des familles qui arrivaient de France pour la plupart et qui venaient s'installer à New York avec beaucoup de bagages, ne serait-ce que les enfants, et beaucoup de questions dans leur bagage. Donc, les questions sont liées à leur travail, à leur visa, à la sécurité sociale, aussi au logement, mais énormément sur les écoles. Parce que c'est vrai que c'est quand même un monde auquel on n'a pas les réponses qui sont automatiques. Et c'est la raison pour laquelle tu souhaitais faire ce webinaire. Et on est ravis de pouvoir le mettre en place aujourd'hui. Et donc, merci à tous. Pour ces logements, une de ces questions, une de ces premières questions qui arrivent, souvent qui d'ailleurs est anticipée plusieurs mois avant l'arrivée, pour savoir où est-ce qu'il faut habiter et puis est-ce qu'il faut plutôt acheter, plutôt louer. Dans la réalité, ce qu'on constate, c'est que la plupart des familles qui viennent s'installer commencent pour 3 familles sur 4 par une location et si l'expatriation doit se prolonger, souvent cette location se transforme en achat dans un deuxième temps. Certaines familles achètent dès le départ, soit parce qu'ils ont une bonne connaissance du secteur géographique, soit par des calculs et des réflexions notamment liées à l'investissement. Ce n'est pas tellement le sujet ici. Aujourd'hui, l'immobilier, c'est plus les écoles, donc je veux vraiment être très bref pour dire que l'équipe de Barnes est évidemment à même de pouvoir accompagner, assister et puis répondre aux premières interrogations, ne serait-ce que si je veux être dans telle école, où est-ce que vous me conseillez d'habiter? Ça va dépendre de quelle école on est en train de parler. Est-ce qu'on est sur une école publique, une école privée et ensuite sur quel secteur? Pour ce qui est de New York, Manhattan ou Brooklyn, il y a par exemple le quartier de Carroll Gardens qui est souvent dans les conversations d'expatriés, ils en ont entendu parler. C'est vrai que c'est un petit peu le village français de Brooklyn avec une école publique, une école privée également sur place. Et la sectorisation autour de l'école publique pour pouvoir bénéficier du programme français, mais c'est la même chose pour d'autres écoles qui sont des écoles publiques avec programme français à Brooklyn, Manhattan ou plus au nord, nécessite d'être sur un secteur en particulier. Et donc, au niveau du marché locatif, on voit qu'il y a une sorte de bulle qui s'installe dans la communauté des Français pour pouvoir être sur ce secteur-là, pour pouvoir bénéficier des avantages d'être à telle ou telle adresse. Et donc forcément, ça fausse un petit peu le marché et cette bulle est à prendre en compte. Pour ce qui est de la location, plus spécifiquement, ça répond évidemment à une logique de calendrier scolaire
et on voit un pic de demande et d'offres, donc une véritable activité à partir de mars-avril, où les choses sont en train de se mettre en place à ce moment-là, puisqu'on le verra tout à l'heure au cours de cette conférence, être sur le secteur au moment où on envoie sa candidature pour ses enfants est très important. Donc souvent, il faut déjà être en place au mois de février, mars, avril. Donc toutes ces questions-là, on ne va pas y répondre aujourd'hui, puis il y en a vraiment beaucoup, et c'est encore une fois pas le thème principal, mais sachez que notre équipe est là pour pouvoir y répondre au mieux. Et peut-être un mot juste pour en guise de conclusion sur le fait que nous sommes le 19 juin 2020 aujourd'hui et nous sommes à 3 jours de la réouverture de New York City. Un petit peu plus au nord, ça a commencé il y a un petit peu plus tôt. Et sur l'immobilier, en tout cas au 19 juin, les choses sont plutôt au beau fixe, avec encore des questions qui méritent leurs réponses, mais auxquelles il faudra être encore un petit peu patient pour savoir quel sera l'impact à moyen terme et à long terme, bien sûr, sur les 3 mois que nous venons de vivre avec ce Covid-19. Mais à ce jour, en tout cas, la location et le marché locatif fonctionnent bien. Les loyers n'ont pas baissé, n'ont pas chuté, et le marché de la vente a été en pause. Donc, ni il a augmenté, ni il a véritablement baissé. Il s'est vraiment arrêté et il va reprendre dans quelques jours. Donc, on pourra avoir une meilleure vision dans quelques semaines. Voilà, Séverine, pour cette introduction. Je vais couper Je ma te vidéo, remercie. Séverine, pour laisser toute la lumière et la place à nos panélistes pour ce webinaire, mais je reste connecté avec vous, bien sûr. OK. Alors, je te remercie. Donc, je vais partager maintenant mon écran et je vais vous faire part. Il faut que je vais vous faire part en fait de mon expérience personnelle. J'ai fait une carte. Alors, est-ce que vous voyez ma carte? Et voilà. Donc, tu parlais, Christophe, que donc Manhattan allait rentrer en phase 2 pendant cette période, mais j'en profite pour dire que le Westchester est en phase 3 à partir de mardi et que le marché est en plein boom. Donc, voilà. Donc, j'ai fait une petite carte pour un peu vous illustrer les différents établissements, les programmes bilingues en français qu'on pouvait trouver. Donc, sur la partie Westchester, vous avez le Lyceum Kennedy, qui est un établissement privé. Et puis, sur la partie Est, vous avez les 3 campus de la FASNI. Donc, j'ai mis en violet les établissements privés et les établissements publics en bleu. Voilà, donc ça donne déjà un petit peu un aperçu. On peut voir sur Manhattan, plus au nord de Manhattan, dans le quartier d'Harlem, nous avons donc NYFAX, le New York French American Charter School, dont Richard pourra nous présenter dans quelques minutes. Sur le Upper West Side, nous avons le Middle School, non, l'Elementary School PS 84, qui est une école publique avec un programme de lycée également sur Lafayette. On va retrouver le lycée français qui est situé Upper East Side. On retrouve également un campus de Lyceum Kennedy Midtown. On va avoir UNIS, qui est le campus des Nations Unies, qui est situé sur la 23e sur East River. On va également retrouver les 2 campus de The École, qui sont à Gramercy. Un programme en public school qui propose le bac international et ensuite de nombreux programmes qui se créent et qui continuent de se créer. On va le voir un peu plus tard donc sur Brooklyn. Donc, il y a à peu près une vingtaine de programmes français à New York, entre Brooklyn, Manhattan et le Westchester. Et à peu près moitié programmes sont publics et l'autre moitié donc, qui est privé. Donc, au niveau des écoles, modifier ça. Et voilà, on voit un peu mieux maintenant. Donc, au niveau des écoles, vous avez tout ce qui va être crèche avant l'école maternelle. On ne va pas y venir dessus. Il y a de nombreux programmes à New York qui proposent un enseignement et des programmes français.
Vous avez ensuite l'école maternelle donc pour les petites sections, moyennes sections et grandes sections, donc qui vont de 3 ans à 5 ans, preschool, kindergarten and kindergarten. Et ensuite, donc sur 3 ans, et ensuite vous avez l'école élémentaire qui va donc du CP au CM2. Il n'est pas rare de trouver dans les écoles publiques et aussi dans certaines écoles privées le pre-kindergarten, le pre-K et le kindergarten, donc les moyennes sections et grandes sections intégrées dans le bâtiment, intégrées dans l'école élémentaire. Une légère distinction au niveau du cursus entre la France et les États-Unis. Le middle school, donc, qui est le collège en France, se fait sur 3 ans aux États-Unis, alors qu'il se fait sur 4 ans en France. Et donc, inversement, le lycée, qui va donc du 9th grade au 12th grade, se fait sur 4 ans aux États-Unis, alors qu'en France, il va de la seconde à la terminale. Alors, je vais vous partager mon expérience en tant que parent à New York. Mon premier réflexe depuis la France a été de regarder quels étaient les programmes français que je pouvais trouver pour ma fille dans une simplicité dans la transition entre le cursus français, entre la France et les États-Unis. Donc, je me suis d'abord dirigée vers le lycée. Et puis, en faisant mes repérages, j'ai rencontré une maman qui était impliquée dans l'association EFNI, qui est l'éducation en français à New York, et qui, à l'époque, travaillait sur une création d'un programme français dans une école publique que l'on appelle Dual Language, et on va y venir dans quelques instants. Et donc un programme que nous avons rejoint pour l'entrée de ma fille au CP. Suite à ça, à travers groupe de parents, l'implication des parents dans l'éducation française est extrêmement importante et dynamique à New York. J'ai rejoint donc un groupe de parents pour lequel nous faisions en fait une création d'école, la seule qui existe à New York, qui est la Charter School, la NYFAX, donc que Richard va nous présenter plus tard, et qui a été une expérience absolument très enrichissante de pouvoir assister au contrat, assister à tout du début jusqu'à la fin, si je puis dire, pour pouvoir monter une école avec une implication très forte. Nous avons ensuite déménagé à Chelsea dans le district 2 et ma fille a rejoint une école publique américaine qui était l'école de quartier en anglais, en conservant l'apprentissage du français à la maison. Et puis ensuite, nous avons rejoint The École, qui est un établissement privé et qui est homologué pour la période du CM1 et du CM2. Et ensuite, finalement, c'est la dernière, ce sont les plus longues années de la 6e à la terminale. Elle a rejoint une école publique américaine qui s'appelle The Clinton School, qui est également située dans le district 2 de Manhattan, qui est situé à Union Square aujourd'hui et qui propose un programme de bac international, mais qui ne propose pas le français. Donc, on pourra répondre à des questions un peu plus tard. Comment intégrer le français, comment conserver le français, même si on est dans un programme d'école publique américaine pour les collèges et pour les lycées. Alors, pour trouver un programme en fait français dans les écoles à New York, vous avez 2 types d'écoles. Vous avez les écoles publiques, ce qu'on appelle les public schools. Donc, ce sont des écoles qui sont gratuites, elles sont ouvertes à tous les enfants. Il n'y a pas d'examen d'entrée et elles suivent le programme de l'État de New York et elles répondent aux critères fixés par l'État, c'est-à-dire des tests, les diplômes qui sont donc demandés par l'État de New York. On va trouver également un autre type d'écoles publiques qui sont les charter schools. Donc, ce sont des écoles qui sont sous contrat. Et nous avons la chance d'avoir un programme français en charter school dont Richard nous parlera dans quelques instants. Donc, c'est également une école qui reste gratuite, sur laquelle il n'y a pas d'examen d'entrée.
On peut trouver un système de tirage au sort s'il y a plus de demandes que de places proposées dans l'école. Et elles ont donc une particularité d'offrir leur propre programme, mais qui doit être validé par le DOE, Department of Education, et qui est donc compatible avec les standards de l'État de New York. Vous avez ensuite les écoles privées. Donc, ce sont des établissements qui sont indépendants. Vous faites une application lorsque vous appliquez à une école privée. Elles ont donc un système de sélection à l'entrée. Mireille et Marine, vous allez pouvoir nous en dire quelques mots lorsque vous allez présenter vos établissements. Elles offrent également un cursus payant. Alors, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans les 30 ou 40 000 $. Je pense que vous pourrez peut-être me corriger là-dessus pour les frais d'enseignement ainsi que donc, les frais d'enseignement par an et par enfant. Et donc, ces écoles proposent leur propre programme qui est indépendant et certains établissements, certains niveaux sont homologués par le ministère français chargé de l'éducation. Alors, il y a deux types de programmes en fait français. Vous avez les programmes bilingues, ce qu'on va appeler les Dual Language Programmes. C'est une immersion partielle dans les écoles. Il y a 50% des matières qui sont enseignées en français et l'autre moitié qui est enseignée en anglais. Il y a un échange linguistique entre les élèves qui sont déjà francophones et anglophones. Et en fait, c'est très intéressant de voir l'apprentissage qui se fait entre les élèves et de voir les résultats après, ne serait-ce qu'après un an. On voit les enfants qui rentrent en CP, qui ne parlent pas un mot d'anglais, par exemple, et des élèves qui ne parlent pas un mot de français, et de voir en fait ce résultat à la fin de devenir non seulement bilingue, mais également biculturel. Vous allez également trouver, donc ces programmes de dual language, on les trouve aujourd'hui à New York essentiellement dans des écoles publiques. Vous avez également, on va trouver des programmes qui sont homologués par le ministère français chargé de l'éducation, ce qui est le cas de The École et ce qui est le cas de la FASNI. Donc, encore une fois, vous allez pouvoir nous expliquer, Mireille et Marine, un peu plus à travers votre programme. Donc, il y a une espèce de simplicité, je pourrais dire, si on se pose la question, je viens vivre à New York que pour 2 ans, je dois réintégrer une école française au bout de 2 ans. Il y a aussi, je pense, une question et une différence si mon enfant rentre au CP et va pouvoir trouver un cursus du CP à la terminale. Donc, il y a pas mal de questions comme ça à se poser qui vont vraiment être personnelles et uniques en fonction de la situation à chacun. Donc, la particularité de ces programmes homologués, c'est de suivre le même programme qu'en France, d'avoir les mêmes diplômes et de pouvoir réintégrer le système français sans aucun problème, avec une grande facilité, je dirais. Alors, les diplômes de fin de scolarité, c'est le lycée, le High School Diploma. Donc, l'État de New York, dans l'État de New York, les élèves passent le Regents Diploma dans les établissements publics et dans la majorité des établissements privés. Dans les établissements privés, ils ont la possibilité de passer le baccalauréat français avec différentes options. Ils peuvent avoir le bac franco-américain, donc qui est un mix du bac français avec 3 épreuves en anglais de Advanced Programs, qu'on appelle les AP. Et c'est un diplôme qui est reconnu dans les 2 pays. Et ensuite, vous avez la possibilité également, certaines écoles proposent le bac international, donc qui est reconnu dans la plupart des universités américaines et canadiennes, mais en revanche, ce n'est pas reconnu par le ministère de l'Éducation français. Donc l'IB, c'est un bac, un programme en fait qui vient de Suisse. Et j'espère qu'un jour, il sera reconnu par le ministère de l'Éducation française. Voilà, j'ai fait un petit récapitulatif également que je pourrais partager avec vous sur les écoles. Donc, on peut voir que certains établissements, par exemple,
sont homologués en français pour les écoles privées. Du CE1, je vois là, par exemple, l'UNIS propose un programme homologué uniquement du CM1 et CM2. Donc, on va vraiment rentrer ensuite dans le cas par cas en fonction des besoins de chacun. Alors, Mireille, est-ce que tu peux nous présenter The École et puis faire part de ton expérience? Oui, bien sûr. Merci Séverine et bonjour à tous. Donc, mon nom est Mireille Lezane, je suis la directrice des admissions à The École. J'y travaille depuis 2012 aux admissions, puis je commençais à être directrice des admissions il y a 3 ans. Notre école est donc située, comme Séverine le dit, Gramercy et Flatiron. Nous avons 2 campus. Le campus de la maternelle qui se situe dans le quartier du Flatiron. C'est sur la 5e avenue, juste en face du Madison Square Park. Je ne sais pas si vous connaissez Manhattan. Voilà, c'est à hauteur de la 25e rue. Le deuxième campus, qui est l'élémentaire et le collège, est situé sur la 22e rue. Donc, c'est 5 minutes à pied, les 2 campus. Donc, la maternelle, nous avons la petite section, moyenne section, grande section, et nous avons 2 classes par niveau, donc 2 petites sections, 2 moyennes sections, 2 grandes sections. Et du côté élémentaire, nous avons 2 classes par niveau. Nous doublons nos classes chaque année. Donc, nous avons 2 classes de CP, 2 CE1, 2 CE2. Et nous doublons le CM1 maintenant en septembre. Et nous avons une classe de CM2. Et nous avons le collège, et une classe par niveau. L'école est jeune. L'école a été fondée en 2009. Nous avons là 220 élèves cette année et je pense que nous aurons environ 235 élèves pour septembre. Donc, petite école, petite communauté, les parents se connaissent bien. Donc, nous sommes un système bilingue, donc voilà ce qui est très important, un système bilingue. Pour la maternelle, donc petite section, moyenne section, grande section, nous avons 60% de français et 40% d'anglais. Nous organisons nos semaines en 3 jours de français et 2 jours d'anglais. Un peu plus de français, parce que déjà à New York, nous sommes dans une version anglaise, donc il faut un niveau de français un petit peu plus élevé pour notre classe. Donc voilà, 60%, 3 jours de français. Les jours de français, le cours est donné par l'enseignant français et aidé par l'enseignant américain. Donc les 2 enseignants pour notre maternelle sont tout le temps dans la classe. L'enseignant français, qui est titulaire du ministère de l'Éducation française, et l'enseignant américain. Donc les jours de français, la classe est donnée par l'enseignant français, aidé par l'enseignant américain et vice-versa pour les jours d'anglais. Ce qui est intéressant, nous sommes bilingues, donc lorsque c'est le jour de français, évidemment la classe est donnée en français, mais si l'enfant s'adresse à l'enseignant américain, il s'adresse en anglais. Voilà, c'est ce qu'on appelle de Agile Minds, donc il passe d'une langue à l'autre. Et ces 2 petites sections jusqu'au collège. Au collège, on fait 50-50. Donc on a décidé d'avoir un programme plus bilingue. Nous introduisons une 3e langue au CE1, au CE2. Qui est toujours le chinois? Écoute, c'est le mandarin et on a rajouté l'espagnol. Voilà. On avait le mandarin et l'espagnol pour le collège, mais il y a une forte demande pour l'espagnol aussi pour le CE2. Donc cette année, en septembre, on commence l'espagnol et le mandarin. Donc les parents choisissent ou le mandarin ou l'espagnol pour le CE2. Voilà. Donc, nous sommes homologués de la petite section jusqu'au collège. Pour parler un tout petit peu... Oh, si tu as des questions, tu m'interromps. Mais sinon, on peut parler un petit peu des parents, de nos familles. Alors, nos familles habitent essentiellement pour la maternelle, nos familles habitent Chelsea, Flatiron, Hudson Yards. Et puis, alors, pour tout l'ensemble des 2 campus, la même chose, donc Chelsea, Flatiron, Hudson Yards, Downtown aussi, Greenwich Village, puis le quartier de Union Square, Murray Hill, Gibbs Bay,
Et puis, nous avons aussi des familles qui habitent le Upper West et qui habitent le Upper East. Et nous offrons… Ouais, pardon. Je disais, à part Upper East ou Upper West, ce sont des quartiers dans lesquels on peut se rendre à l'école à pied ou à vélo. Voilà, absolument. On marche beaucoup à New York. Oui, en effet. Voilà. Nous avons aussi un bus scolaire. Cette année, on avait un bus scolaire pour Downtown qui servait Battery Park et puis Greenwich Village et qui montait jusqu'à notre école. Et l'année prochaine, on aura normalement 4 routes. Donc, toujours la route Downtown, la route Downtown East et Upper West et Upper East pour nos familles qui sont dans le Upper East et le Upper West Side. Est-ce que les élèves font en général leur cursus de la maternelle jusqu'à la 4e, puisque vous proposez un programme jusqu'à la 4e, ou alors ils viennent temporairement dans l'école, disons, et ensuite ils déménagent dans une autre ville? On a regardé les chiffres et c'est environ 75% de nos familles, de nos enfants qui restent avec nous pendant tout le cursus. Évidemment, nous avons les expatriés qui restent avec nous 3 ou 4 ans. Et donc, on a une attrition, donc des parents qui partent et qui quittent l'école. Donc, c'est un taux qui est un petit peu plus élevé que les autres écoles, que les écoles américaines à New York, évidemment, les parents qui bougent. Mais sinon, je veux dire, c'est 75% des enfants qui restent avec nous. Donc là, pour le collège, on a des enfants qui sont avec nous depuis petite section, moyenne section. Et Pardon, vas-y, pardon. Non, vas-y. J'avais une autre question. Où vont les enfants ensuite pour intégrer du coup la 3e, qui est donc l'entrée au lycée ici à New York? Alors, tout dépend de PAF, donc ce qu'ils choisissent. Donc, les familles françaises, ils veulent continuer un cursus français ou qui rentrent en Europe après, ils vont au lycée français ou à la FASNI. Pour beaucoup de familles, en fait, et même des familles françaises ou des familles franco-américaines qui décident de rester aux États-Unis, qui restent à New York et qui vont ailleurs aux États-Unis, ils choisissent le bac international et ils veulent aller dans une école américaine privée ou aussi dans une école publique à New York. Nous avons de très, très bonnes écoles publiques et privées ici à Manhattan. Nos enfants sont, comme nous avons un système bilingue, nos enfants sont prêts pour les 2 cursus. Donc, lorsqu'ils ont terminé le collège avec nous, ils sont acceptés dans les meilleures écoles. Tu as les écoles publiques, la High Specialized School, ils ont été acceptés à Stuyvesant, à Guardia, Bronx Science, Brooklyn Tech, aussi d'autres écoles comme Eleanor Roosevelt, Bart, et puis les écoles privées. Il y a Eunice aussi où ils ont été acceptés. Nous avons le Literate School, Lehman School, Dwight, Parker Collegiate et bien sûr toutes les écoles homologuées françaises qui se trouvent. On voit bien l'importance en fait de former et d'offrir une éducation bilingue et en français en fait de voir ensuite l'excellence arriver et avec à la fois la rigueur de l'enseignement français et l'ouverture d'esprit du système américain et les universités justement les écoles que tu viens des lycées que tu viens de citer sont justement d'excellentes écoles. Donc, c'est très rassurant d'entendre cela. Le retour que nous avons, juste brièvement, le retour que nous avons, parce que nous restons en contact avec nos alumni, avec les enfants, les anciens de l'école, et le retour que nous avons est vraiment incroyable. Et, nous sommes vraiment à un très très bon niveau académique, surtout en maths, on est vraiment bien, on s'est rendu compte que c'est vraiment, on est content, enfin, on est fiers. Super, merci beaucoup. Alors Marine, je vais te poser exactement la même question. Est-ce que tu peux nous présenter la FASNI? La FASNI donc, a 3 campus, 2 à l'Archemont et un à Mamaroneck. L'inverse. C'est l'inverse. 2 à Mamaroneck et à l'Archemont. Alors vous, pour le coup, vous proposez vraiment de la petite section jusqu'à la seconde. Donc un programme.
Voilà, ben, ça Ouais. a été graduel, c'est-à-dire que l'école a été créée en 1980, donc elle est un petit peu plus ancienne que l'ENI, mais elle a aussi commencé avec 17 élèves, un mélange de maternelle et de primaire. L'école s'est créée à l'époque où il y a eu une grosse mobilité d'expatriés qui arrivaient, qui naviguaient, New York étant une grosse plateforme, bien évidemment. Donc l'école a été créée en 1980 pour répondre à ce besoin de mobilité internationale et pour assurer que les familles françaises puissent continuer leur scolarité en français sur la durée d'un séjour qui pour la plupart du temps, restait en dessous de 3 ans. Alors, depuis 1980, les choses ont beaucoup évolué. La communauté, les profils d'élèves, les profils de famille, les profils linguistiques et académiques également. Aujourd'hui, effectivement, on offre un programme de la petite section à la terminale. Et comme tu disais, Séverine, on propose en fin de parcours différentes options pour nos enfants, différents diplôme, hein, puisque les enfants peuvent à la fois suivre le programme franco-américain avec ou sans l'option internationale du baccalauréat, et en parallèle, ils peuvent également suivre le programme, enfin, du moins c'est un choix, c'est l'un ou l'autre, choisir le programme international qui mène donc vers le bac international, qui, comme tu le disais, est l'ancien bac de Genève, qui est un diplôme qui n'est pas toujours reconnu dans les universités françaises ou qui n'est pas reconnu par le ministère de l'Éducation nationale, mais qui, malgré tout, est un ticket d'entrée dans de très nombreuses écoles en France, et essentiellement des écoles de commerce avec, des écoles comme Sciences Po, qui ouvrent donc leurs portes aujourd'hui à des enfants qui sont titulaires de ce bac international. C'est une avancée, c'est un bac qui est extrêmement bien valorisé, tout autant que le système franco-américain. Donc voilà, donc l'école offre un programme donc, de la maternelle petite section à la terminale aux enfants de 3 à 18 ans. Un peu comme à l'école, on a une emphase sur le français, ce qui est un peu plus marqué dans les petites classes. Pourquoi? Parce que justement, on a un brassage culturel ici à la FACI, on a plus de 54 nationalités, c'est 60 langues parlées. L'école ne s'adresse plus qu'à comment dire, à une population d'expatriés francophones. C'est aussi une école qui accueille des enfants et des familles du monde entier, avec ou sans bagage linguistique en français particulièrement. Et pour pouvoir préparer ces enfants, si vous voulez, à continuer et à pouvoir fonctionner académiquement en français du CP à la terminale, il faut vraiment pouvoir les préparer et développer toutes les compétences langagières, l'acquisition du langage verbal, oral, pour leur permettre de continuer cette expérience bilingue du CP à la terminale. Depuis cette année, on propose également le programme international à partir du CP. C'est un programme qui est plus anglophone. Alors, si je peux revenir juste 2 minutes sur le programme bilingue, donc un peu plus d'emphase sur le français en maternelle. Par contre, à partir du CE2, le programme à la FACNI est à 50-50 pour le programme franco-américain, c'est-à-dire que les enfants auront autant de périodes en français qu'en anglais. Jusqu'à la seconde à peu près, et puis à partir de la seconde, les enfants se préparent à nouveau pour le bac français, donc davantage d'heures de français sont intégrées dans le programme. Pour le bac international, les proportions sont inversées, on a plus d'anglais, c'est un programme qui s'adresse à la fois à des enfants francophones qui justement souhaiteraient avoir un petit peu plus d'anglais, qui voudraient éventuellement maximiser leur expérience ici aux États-Unis et développer rapidement l'acquisition de la langue anglaise, sans pour autant, si vous voulez, complètement abandonner le français qui restera travaillé et étudié dans la partie française du programme international à hauteur de 30%.
contre les 50% que nous avons dans le programme franco-américain. À partir du collège, pareil, les enfants qui sont dans le programme franco-américain vont avoir quasiment toutes les matières dédoublées, c'est-à-dire qu'ils vont faire des mathématiques en français qui sont basées sur le programme de l'éducation nationale, et puis ils vont aussi faire des maths en anglais. Les maths en français et en anglais sont très différentes dans les deux programmes. Ils vont aussi faire de l'histoire géo en français, de l'histoire géo en anglais. Donc, ce programme franco-américain va véritablement leur apporter un spectre de connaissances dans les deux langues et porté sur les deux programmes qui est assez compétitif. Ça donne des enfants qui sont forcément très ouverts, très ouverts sur le monde, très cultivés, qui ont une connaissance de la littérature, des sciences mondiales qui dépasse bien évidemment celle d'un enfant qui étudie dans une école monolingue. Donc voilà un petit peu pour notre programme. Après, concernant un petit peu la communauté, c'est vrai qu'on a à peu près 47% de familles expatriées francophones. Donc ce ne sont pas particulièrement que des Français, mais des familles qui, effectivement, finalement, qui parlent français à la maison. Et puis, on a à peu près 30% de familles mixtes et de familles de nationalité tierce ou franco-américaine ou américaine aussi à l'école. Donc, c'est un bon brassage. Et c'est vrai qu'avec l'ouverture de notre programme international, je pense qu'il va encore y avoir davantage de mixité. Donc, c'est toujours quelque chose que nous apprécions, cette communauté internationale est quelque chose que nous mettons toujours en valeur au sein de la communauté, mais aussi de l'enseignement de nos enfants. On parlait un petit peu tout à l'heure des frais de scolarité. Écoutez, les frais s'élèvent ou sont compris dans une fourchette de 27 000 $ pour la maternelle à 36 000 $ pour le secondaire. Bien évidemment, plus on monte dans les classes, plus le nombre d'enseignants impliqués dans l'enseignement des langues et des matières est démultiplié. Alors, je voulais rebondir aussi sur quelque chose que tu as dit, Mireille, parce que essentiellement pour les petits, tu nous disais que vous, les 2 enseignants étaient dans la classe en même temps chez les petits. Nous, ce n'est pas le cas à la FASNI pour les maternelles et certainement pas sur une base journalière. C'est-à-dire qu'on essaie de faire la coupure. La journée est mixée, la journée est brassée en fait entre les cours de français et les cours d'anglais. Donc, on n'a pas des jours prédéterminés, c'est-à-dire que les enfants peuvent commencer leur journée avec 2 heures de français, donc avec l'enseignante de français dans la classe et l'assistante de classe. Cette assistante de classe qui restera en fait toujours dans la classe, que ce soit avec la prof de français ou avec la prof d'anglais. Ce qui est important comme ça pour les enfants, ils ont toujours un repère dans la classe. Et donc, quand c'est l'heure de passer en anglais, bien, la maîtresse de français sort et c'est la maîtresse d'anglais qui prend la relève. Donc ça, c'est un petit peu différent. À partir du primaire, pareil, les maîtresses ont leur tranche horaire à elles, sauf sur quelques classes qui sont enseignées en bilingue, en particulier les sciences au primaire, puisque à ce stade, les sciences peuvent être approchées de façon complètement bilingue, puisque les concepts étant relativement similaires dans le programme français et dans le programme américain. Donc voilà, et je ne sais pas si vous aviez... Alors, par rapport à la situation géographique aussi de l'école, donc nous, c'est vrai qu'on est à l'extérieur de Manhattan, on est à peu près à 35 minutes par train express du matin de Grand Central, qui est la grosse gare de New York, qui est située au cœur de New York sur la 42e rue. Donc, c'est un commute qui est très rapide, qui est relativement agréable. Les trains sont spacieux, propres. C'est aussi l'occasion pour les parents qui transitent vers Manhattan, souvent de se retrouver avec d'autres parents de l'école qui se rendent également à Manhattan. C'est un petit moment privilégié de socialisation, parce que souvent, les parents qui travaillent n'ont pas toujours le temps de rester discuter à la sortie de l'école lorsqu'ils déposent les enfants. On se situe véritablement dans un havre de paix. C'est de la verdure, on est au bord de l'eau. Je dirais que le confinement a été tragique, bien évidemment, mais je pense qu'il a été... Se vit mieux.
moins mal vécu qu'ailleurs parce que c'est vrai qu'on a des espaces verts, on est vraiment à 3 minutes en voiture des plages, on a des jardins spacieux, des grandes avenues, voilà, des commerces qui sont aérés. Donc, ça a été quelque chose qui, bien évidemment, a été un challenge pour tous. Par contre, c'est vrai qu'avec 3 enfants à la maison, c'est toujours plus facile d'avoir un peu plus d'espace. Donc voilà pour l'école. Séverine, je ne sais pas si j'ai manqué quelques points, des questions particulières. Je pense que tu as couvert les questions que nous nous posions. Je confirme effectivement pour être aussi dans l'Hudson Valley que la région est en plein boom pendant cette période de confinement et que les familles justement recherchent des grands espaces et ce que peut offrir le Westchester aujourd'hui. Je vais maintenant passer la parole à Richard Ortoli. Donc, Richard, tu as plusieurs casquettes. Tu es conseiller consulaire de notre circonscription. Tu es élu et tu es également chair de NYFAX, la New York French American Charter School. C'est une école qui est unique puisque c'est la seule charter school qui propose un programme en français. Est-ce que tu peux nous la présenter? Est-ce que tu peux aussi nous expliquer ou nous parler de l'implication des parents dans les écoles? Oui, merci beaucoup Séverine. Merci à tous ceux qui sont avec nous sur ce webinaire et merci aux directrices d'admission des écoles privées. Écoutez, je vais faire un peu contraste puisque je représente une école publique, c'est-à-dire une école gratuite, non pas que les autres écoles privées soient hors de portée, parce qu'en fait, comme vous le savez peut-être, le gouvernement français est assez généreux et a un système de bourse scolaire. Je siège à la commission des bourses depuis plus de 20 ans, donc je connais de A à Z. Et pour les familles qui n'ont pas les moyens de payer les frais de scolarité des écoles privées, le gouvernement français propose des bourses, parfois jusqu'à 100%, y compris le repas de midi, la demi-pension. Mais pour parler un petit peu de notre école, l'école s'appelle la New York French American Charter School. Une charter school, c'est une école qui a, comme a expliqué Séverine, qui a un contrat avec le Department of Education de la ville de New York. Et ce contrat est pour une durée maximale de 5 ans et renouvelable, bien évidemment. L'école a été fondée en 2009 par un groupe de parents qui habitaient le quartier Harlem. Le quartier d'Harlem intéresse beaucoup les Français pour des raisons peut-être historiques. Et également, il y a beaucoup de francophones qui ne sont pas nécessairement de nationalité française, mais qui sont des familles africaines, des familles haïtiennes, des familles francophones en tout cas. Et nous faisons partie du School District 3. School District 3 va de la 59e rue sur West Side jusqu'à la 122e rue. Et en priorité, nous prenons des élèves de familles qui habitent ce district. Mais également, nous avons d'autres élèves qui viennent d'autres quartiers. Par exemple, il y a même des familles qui viennent de Brooklyn, qui est assez loin quand même. Beaucoup du Bronx. Là, ce sont plutôt des familles d'origine africaine, francophones. Et nous avons mis en place un système qui permet aux enfants de s'acheminer vers l'école assez facilement. Alors, donc, l'école fonctionne depuis 10 ans. À l'origine, c'était une petite école. Nous sommes une plus grande école maintenant, puisque nous avons d'inscrits actuellement 298 élèves. Et pour l'année prochaine, alors, nous allons de ce qui s'appelle pre-K, à partir de l'âge de 3 ans. Moyenne section. Nous avons 18 élèves en pre-K. Pourquoi 18 élèves? C'est parce que c'est tout ce qui est autorisé par le contrat avec la ville. Et ensuite, nous allons du kindergarten jusqu'au 8e grade. Cette année, nous commençons le 8e, le 8th grade. Donc, nous avons pre-K, kindergarten, elementary school et
middle school. Et nous allons éventuellement tous les ans rajouter une classe de plus, c'est-à-dire que l'année prochaine, nous allons rajouter une high school, aller jusqu'au 9th grade, etc. Et finalement, l'idée, comme cela a été au départ, c'est d'aller jusqu'au bac. Alors, quel bac, nous ne savons pas pour le moment. L'idée au départ, et peut-être que ce sera l'idée toujours, aller jusqu'au bac international en 12th grade. L'école, alors quant aux élèves, ils sont de tous azimuts, comme j'ai dit. À peu près 25% des élèves sont de nationalité française, dont les parents sont de nationalité française. Beaucoup habitent, comme j'ai dit, le quartier, puisqu'il y a beaucoup de Français dans le quartier. Et les autres viennent vraiment un peu de partout. Mais pour la grosse majorité, ce sont des familles, des enfants de familles francophones. Et nous avons d'autres élèves, bien sûr, qui viennent de familles complètement anglophones ou qui parlent d'autres langues, mais dont les parents veulent que les enfants aient une autre langue, et pourquoi pas la langue française, qui comporte des avantages assez sérieux du point de vue éducatif. Donc, nous faisons l'alliage entre ce que j'appellerais la rigueur du système français et la souplesse du système américain. Ce qui doit être le cas, bien évidemment, des autres écoles privées, mais comme j'ai dit, l'avantage que nous avons, c'est que l'entrée est gratuite et il n'y a pas de frais de scolarité puisque nous sommes subventionnés. Chaque élève reçoit environ presque 16 000 $ de la part du Department of Education, et nous avons d'autres sources de financement. À la fois, nous levons des fonds et nous avons des grants de différentes sources, du département d'éducation fédérale, de la ville, de l'État, etc. En ce qui concerne la structure de l'enseignement, au départ, ce que nous souhaitons faire, c'est que l'enseignement soit à peu près à 70% en français. Donc, il y a un enseignement en anglais, bien évidemment, mais le gros effort est sur le français au départ. Cela se pour l'école élémentaire, c'est pour l'école élémentaire? Voilà, c'est pour l'école élémentaire au départ. Et au niveau de la middle school, ça se stabilise autour de 50%. Bon, avec un certain challenge parce que l'entrée à l'école n'est pas sur dossier ou sur examen. L'entrée est sur loterie. Nous avons une loterie qui s'étale sur mars et avril de cette année je crois que c'était jusqu'au 15 avril. Et c'est celui qui s'inscrit premier qui a la place. L'ennui du système, c'est que nous ne pouvons pas discriminer en termes nous ne pouvons pas avantager certaines personnes. Donc, on ne peut pas imposer de critères. Ce qui fait que nous avons pas mal de parents qui ne sont pas francophones, qui souhaitent mettre leurs enfants dans une charter school, n'importe laquelle, et ils s'inscrivent dans beaucoup de charter schools, ce qui fait qu'on ne sait jamais à l'avance combien d'élèves on va avoir. Par exemple, cette année, nous avons sur papier d'inscrits, j'ai vérifié les chiffres hier, 417 inscrits. Donc, on fait un saut important de 298 à 417. Je pense que ça va se stabiliser autour de 350, 360, mais on ne sait jamais d'avance. Ceci est en fait dû au fait que nous avons rajouté le 8th grade, le 8e grade, et que nous avons augmenté les classes en middle school. Nous fondons beaucoup d'espoir sur le middle school. C'est un défi, bien évidemment, parce que des enfants rentrent en middle school n'ayant pas nécessairement le background qu'il faut en français, et nous sommes obligés d'y mettre les bouchées doubles pour qu'ils soient au même niveau. Nous avons bien évidemment des défis que vous n'avez pas en tant qu'école privée. Comme j'ai dit, nous ne pouvons pas sélectionner. Le niveau est excellent pour la plupart des classes. Nous avons un système de différenciation, c'est-à-dire donc la classe comporte des enfants de tous les niveaux. Il y a deux enseignants, l'enseignant principal et l'assistant de l'enseignant, qui assistent avec les enfants qui ne sont pas du même niveau que les meilleurs de la classe. C'est un challenge très intéressant. Je vous conseille de venir nous rendre visite pour ceux qui sont intéressés.
il suffit de me contacter moi ou de contacter notre proviseur Marc Maurice. Marc est d'origine haïtienne. Il a grandi pour la plupart aux États-Unis, au Canada. Il a fait son lycée au Canada. Il est parfaitement francophone. Nous avons la chance également d'avoir un partenariat avec le lycée français de New York. Nous aimerions bien sûr avoir des partenariats avec d'autres écoles, je vous le propose. Le lycée français nous aide au niveau matériel, nous fournit du matériel dont il n'a plus besoin. Également, nous fournit de l'aide en termes de formation de nos enseignants. Les élèves de l'école nous aident également pour les cours du samedi et pour le summer school. Et le lycée français nous propose 3 places annuelles pour nos enfants qui rentrent en middle school. C'est sur dossier. Et ce sont des... Alors, il y a des bourses qui sont proposées pour ceux qui ne peuvent pas payer les frais de scolarité. Pour ceux qui peuvent, la place est proposée. Donc il y a un pont... Pardon, je t'interromps 2 secondes. Donc, il y a un pont, en fait, pour la 6e, 5e et 4e. Je vais juste dire au revoir à Mireille. Je sais qu'elle doit partir pour faire un virtual tour et je te remercie beaucoup pour ta participation. Au revoir à tous. Au revoir, Mireille. Donc, Richard, tu disais qu'il y a un partenariat entre la New York French American Charter School et le lycée français pour entrer, en fait, pour que les élèves puissent intégrer le lycée à partir de la 6e? Voilà, c'est ça. Exactement. Et donc, le lycée français de New York propose des bourses et 3 places par an. Et nous espérons que d'autres écoles pourront avoir le même partenariat avec nous. Inutile de dire que nous avons moins de moyens que les écoles privées parce que nous avons des ressources financières qui sont moins importantes, mais ce qui ne veut pas dire que le niveau est moins bon, c'est simplement que nous nous débrouillons avec moins de moyens. Néanmoins, nous avons ce qui s'appelle le label éducation française, donc nous avons été pas homologués, mais approuvés par le ministère de l'Éducation en France. Nous ne recevons malheureusement aucune subvention du gouvernement français, hormis de temps à autre une petite subvention qui provenait des élus, des sénateurs en général, qui était remplacée par ce qui s'appelle le staff maintenant, mais ça s'élève à peu d'argent, c'est parfois 5 à 10 000 $ par an. La plupart de nos ressources viennent soit de l'État ou de la ville, soit des généreux philanthropes qui nous aident. Ça, c'est une particularité, je dirais, dans les écoles ici, dans les établissements, d'avoir des comités pour lever des fonds importants, je dirais. On n'est pas au niveau de la coopérative française, mais vraiment au niveau de lever des fonds importants, justement, pour supporter l'éducation française, l'éducation bilingue, à la fois dans bien sûr, les écoles privées, mais également dans les écoles publiques. Voilà. Alors, donc, la particularité de notre école, comme je disais, c'est la diversité. Nous avons des enfants qui sont vraiment de toute origine. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. Non pas que les autres écoles n'aient pas autant de diversité, mais c'est vrai, c'est d'abord une école de quartier. Donc, par définition, nous avons beaucoup de personnes qui sont d'origine africaine, haïtienne, etc. Mais également, nous avons vraiment de tout. Et c'est ça qui est intéressant pour les parents et à la fois pour les élèves qui grandissent dans ce que nous appelons un environnement biculturel et bilingue et pas forcément uniquement culture franco-française. Hein. Beaucoup de nos enseignants sont africains, ce qui fait qu'ils apportent une expérience très différente. Et à l'époque actuelle où on parle beaucoup de Black Lives Matter, c'est important que les enfants connaissent ce nouveau monde qui est le nôtre qui devrait l'être depuis longtemps, mais qui l'est depuis peu. Et nous nous en félicitons parce que c'est une excellente expérience pour les enfants. C'est vrai qu'en fait, à travers ces éducations, et c'est vrai spécifiquement dans cette école qui est, par sa situation, on va dire, géographique, qui est aussi située à Harlem, il y a définitivement, en fait, les enfants sont complètement multiculturels et à travers ces programmes, on en fait des citoyens du monde. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est
extrêmement en fait important de leur offrir cette éducation, cette ouverture sur le monde. Pardon, je vois Christophe va intervenir, je me dis on a… Non, je reviens parce qu'on a reçu plusieurs questions et je voulais m'en faire le porte-voix, mais sans vous interrompre, Richard, si vous avez fini votre… À moins que vous n'ayez d'autres questions, je crois que j'ai fini ma présentation. Merci aux autres participants. C'est important de connaître les différents points de vue et les différentes options. Juste pour vous dire que je suis très impliqué au niveau éducatif. J'ai grandi dans une famille de… Mon père était diplomate français. Malheureusement, avant l'époque du réseau scolaire français dans le monde entier, et nous avons été surtout dans les pays anglophones, mais on parlait français à la maison, ce qui explique pourquoi je parle français. Et je suis très attaché à l'éducation bilingue, ayant vécu dans tous ces différents pays. J'ai l'avantage de parler plusieurs langues. Et je pense que c'est très important pour une ouverture d'esprit, pour justement contrer cette attitude un peu étroite que nous pourrons rencontrer en dehors de New York, bien sûr, dans ce pays, dans d'autres pays. Et je suis un fervent supporter de ce réseau français en tant qu'élu. C'est ceux pour lesquels je lutte depuis que je suis élu en 2009 et pour lesquels je lutterai de nouveau à partir de l'année prochaine si je suis réélu. Merci Richard. Alors il nous reste un tout petit peu plus de 5 minutes. Donc une première question qui s'adresse davantage à Marine, où la question est: est-ce que la FASNI, la French American School, a des projets d'ouverture de campus sur White Plains? Alors écoutez, pour l'instant, je dirais, c'est un statu quo. C'est vrai que lorsque nous avons je dirais, il y a à peu près 9-10 ans peut-être, acheté un ancien country club entre Mamaroneck et White Plains. En fait, c'était vraiment à 5 minutes de la sortie de Mamaroneck, forcément avec des possibilités infinies. Et surtout, l'objectif était vraiment finalement de donner un vrai campus à nos élèves. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de réfractaires au projet, bizarrement, parce que finalement, s'opposer à l'ouverture d'une école, ça va contre tous les principes pour lesquels nous travaillons quotidiennement. Mais c'est ce qui s'est passé malheureusement. Ce projet, pour l'instant, est gelé. Dans la mesure où lorsque tout le projet de Ridgeway, comme on l'appelait, a été ralenti, on a pris la décision, si vous voulez, d'ouvrir un 3e campus à Mamaroneck. Et c'est pour ça que nous en avons 2 à Mamaroneck, donc un pour le collège et un pour le lycée, puisqu'on a 770 élèves étalés sur nos 3 campus. Donc nous avons pris l'initiative d'ouvrir ce nouveau campus que nous avons entièrement rénové. Et pour le moment, nous n'avons pas de visibilité sur le projet de White Plains. Et je dois dire que la communauté FASNI, qui est une communauté extrêmement proche, très vibrante, très accueillante et très soudée, je pense apprécie énormément ces campus de proximité qui, au final, se situent au cœur des centres-villes et qui assurent aussi aux familles la possibilité de venir en vélo, à pied. Donc, c'est un luxe que nous n'aurions plus si nous étions situés à l'extérieur de Mamaroneck. Je ne dis pas que c'est la raison pour laquelle nous avons abandonné le projet. Il y a des raisons qui sont beaucoup plus complexes. Mais en tout cas, on s'est rassuré en se disant qu'on était ici à Mamaroneck et à Larchmont, dans 2 villes qui nous avaient accueillis à bras ouverts. Et on profite pour le moment de cette réceptivité. Et pour l'instant, pas d'évolution sur le projet de campus commun, je dirais. D'accord. Je pense que la réponse est très claire. Richard, je pense que cette question s'adresse davantage à vous concernant la sectorisation. Donc, pour avoir plus de chances d'être admis dans une école publique telle que la NIFAX, il est bon d'être sur un secteur autour de cette école qui est clairement délimitée. Que se passe-t-il si on déménage en cours de scolarité ?
Alors, donc, pour être admis en priorité, ce sont ceux qui habitent le School District qui ont priorité. Donc, comme j'ai dit, nous sommes dans School District 3, ce qui est pratiquement tout le West Side jusqu'à la 122e. Dans la loterie, ici, nous avons par exemple, nous avons 425 places de disponibles. Si les 425 viennent tous du West Side, du School District 3, les autres ne pourront pas rentrer. Mais en fait, ce qui se passe, si on est déjà dans l'école, qu'on déménage, il n'y a pas de problème. Donc, ce n'est pas le fait de déménager du School District qui va empêcher l'enfant de réintégrer l'école l'année suivante. Et pour intégrer l'école, pour commencer à l'école, on a priorité si on habite au School District. D'accord. Merci, c'est très clair. Une question concernant les universités. Si mon enfant souhaite rejoindre une université suite au lycée, à la sortie du lycée, est-ce qu'il y a des choses à avoir en tête en tant que parent ou en tant qu'élève? À partir de quel âge on commence à constituer un dossier? Est-ce qu'il faut favoriser une attitude ou des matières plus que d'autres? Est-ce qu'il y a une règle générale ou une réponse générale qu'on peut apporter? Richard, je prends cette question. Oui, bien sûr. Oui. D'accord. Écoutez, effectivement, la préparation aux entrées en université est un processus beaucoup plus complexe ici aux États-Unis qu'il ne l'est en France. Et pour cela, nous avons, nous, la chance à la FASNI d'avoir une équipe de 2 conseillères d'orientation qui accueillent dès la première, avec des réunions d'information dès la seconde d'ailleurs, mais qui, à partir de la première, rencontrent les enfants individuellement pour établir finalement un profil bien déterminé de ce qu'ils ont envie de faire et de là où ils ont envie d'aller par la suite. Parce que ce soit avec votre bac français, qui est d'ailleurs aussi... L'enfant quitte aussi la FASNI avec un high school diploma lorsqu'ils choisissent le track français, ou le bac international, c'est un passeport vers toutes les universités du monde. Nos enfants, et les proportions varient d'une année sur l'autre. Je peux pas vous donner un ordre d'idée en vous disant, tiens, on a 50% qui restent aux États-Unis et 50% qui partent en Europe. C'est vrai, mais c'est faux en même temps, puisque chaque année, les proportions changent, évoluent en fonction des envies et puis de nos élèves. Donc, en tout cas, en ce qui concerne la préparation aux universités, nos équipes sont là pour assurer un suivi individuel et pour les accompagner dans ce processus qui est long, qui est fastidieux et comme vous le savez peut-être essentiellement pour les universités américaines qui souvent offrent aussi un système de ce qu'on appelle early decision où lorsque vous postulez dans une université, vous pouvez le faire en amont, mais c'est aussi au risque de ne pas pouvoir accepter une place dans une autre université. Donc c'est quelque chose qui est très complexe, très difficile pour nous, parents français qui avons une culture complètement différente de l'entrée en université. Ces conseillères d'orientation sont aussi là pour préparer nos enfants aux universités, aux grandes écoles, aux écoles préparatoires françaises et à monter un dossier qui va leur permettre bien évidemment d'avoir un maximum de possibilités par la suite. Mais l'important dans tout ce processus, c'est de bien identifier ce que l'enfant, l'élève du moins, a envie de faire et puis de l'aider à monter un dossier qui va correspondre au mieux à son profil. Je pourrais rajouter 2 mots dessus. Nous sommes actuellement en plein dedans. En fait, je dirais que la question peut-être à se poser serait pour certaines universités ou pour un certain cursus, en fait, ce serait dès l'entrée au lycée. Ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est un long process qui est, je pense, unique à chaque enfant. Il y a des conseillers d'orientation dans toutes les écoles, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées, qui accompagnent vraiment le projet de l'enfant. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une réponse générale. Mais par contre, ce qu'il faut intégrer, c'est que les applications se font au mois de décembre. Donc, il faut déjà que l'enfant, en fait, ait travaillé et pensé aux différentes options qui pouvaient s'offrir à lui dès l'entrée en première. Donc, c'est vraiment, en fait,
Et l'enfant va également avoir, donc que ce soit en early decision ou early action, qui sont encore deux notions qui sont différentes par rapport au système français, va connaître en fait l'université qu'il va intégrer au cours de son année de terminale. Donc, les universités américaines ne vont pas, et c'est la même chose pour le Canada, on pense souvent aux universités à Montréal, exactement. Et donc, c'est le même système, en fait, on peut les inclure dans les universités américaines, puisqu'ils ont le même fonctionnement, ils accueillent des élèves venant des établissements américains. Donc, il y a vraiment cette notion de temps qui est très, très importante. Et ils n'attendent pas, en fait, d'avoir la fin de diplôme, en fait, pour accepter les enfants. Ça se fait sur dossier, ça se fait à travers de longs essais que les enfants écrivent pour chaque établissement. Ce sont vraiment des cas, chaque cas, en fait, est unique, chaque projet est unique. Alors, ce que font aussi nos conseillères d'orientation chaque année, bien évidemment, pour préparer et pour faire en sorte que les entretiens individuels se déroulent dans les meilleures circonstances, c'est que nous invitons également à la FASNI des représentants admission d'universités, en fait, qui vont venir présenter leur école, leur programme. Et ça permet aux élèves, finalement, déjà dans un premier temps, de faire une lecture rapide de ce que l'école, de ce que l'université a à proposer en termes de programme et de la rayer ou non de la liste des possibles universités dans lesquelles ils vont postuler. Parce que, comme disait Séverine, c'est un processus extrêmement long. Plus vous postulez dans un nombre important d'universités, plus l'exercice va être fastidieux, puisque effectivement, il y a des essais, il y a des choses à présenter. Ça représente aussi un coût financier, puisque lorsque vous déposez une demande, vous déposez aussi des frais d'admission. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir aussi mesurer en fonction de ses besoins. Et pour ne pas parler des visites des campus, j'ai eu droit, puisque mon beau-fils est rentré à l'université l'année dernière, donc nous avons passé plusieurs mois à sillonner les États-Unis, à visiter différents campus. Ils se font maintenant de manière virtuelle. Donc, on va conclure là-dessus aujourd'hui. On voit bien en fait que c'est complètement possible d'offrir à son enfant une éducation bilingue en français et en anglais, de la maternelle à la terminale à New York. C'est une vraie force d'être biculturel, multilingue, multiculturel dans le monde d'aujourd'hui. Je voudrais remercier en fait les parents, puisqu'on pourra en parler encore pendant des heures de cette thématique, mais beaucoup d'écoles sont fondées à l'initiative des parents, que ça soit même école privée ou école publique, de charter school, tous les dual language. Et ça n'a pas pu se faire sans nos élus. Je voudrais quand même évoquer la révolution bilingue qu'a mis en place Fabrice Jaumont, qui est donc attaché à l'ambassade, au service de l'ambassade de France pour toute l'énergie et le travail qu'il a pu faire. Il a d'ailleurs écrit un livre, je le présente rapidement. C'est une bible pour moi, la Bilingual Revolution, qui est un livre à destination justement des parents et des personnes qui veulent développer des programmes bilingues, pas non seulement français, à New York. Bien sûr, les chefs d'établissement. Pour tout ce travail et cette énergie en fait qui a été faite pour développer les programmes français à New York. Et je vous remercie bien sûr tous les intervenants d'être venus. Mireille qui nous a quittés, mais Marine, Richard et bien sûr Christophe. Et pour les parents qui nous suivent, n'hésitez pas à nous adresser vos questions par email. On pourra vous partager la présentation et puis vous donner les ressources. Comme vous avez pu le voir, ça évolue depuis plus de 10 ans. Des niveaux se rajoutent dans les écoles chaque année. Des homologations se rajoutent. Donc, n'hésitez pas d'une année sur l'autre. On peut avoir des modifications. Plus de programmes s'ouvrent aujourd'hui à Brooklyn. N'hésitez pas à nous poser vos questions et nous vous communiquerons les ressources et vous mettrons en relation avec les personnes concernées. Merci. Merci à tous. Merci à vous pour l'opportunité et puis bon week-end. Et puis, n'hésitez pas à communiquer nos coordonnées aussi aux familles qui étaient présentes.
On sera ravis de les aiguiller et de leur apporter un complément d'information si besoin. Absolument. Merci. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.